Bonsoir à tous. La vidéo que nous allons préparer, réaliser ensemble est une vidéo qui tente de relever un défi. Apprendre à interpréter en 2 heures et puis, comme vous êtes tous excellents, même en moins de 2 heures. Donc nous allons faire un petit peu moins de 2 heures. Ce qui oblige à voir l'essentiel. Et le problème dans la plupart des manuels d'astrologie, c'est qu'il n'y a pas de méthode d'interprétation. Il y a des formulaires tout près, mais il n'y a pas de méthode, de méthodologie structurée. Alors que les maîtres passés qui nous ont légué l'astrologie interprétaient des thèmes et certains avaient les idées très très claires sur la façon dont il fallait s'y prendre. Nous allons donc ensemble apprendre à interpréter en 2 heures, alors bien entendu en gardant l'essentiel. Donc quand je dis l'essentiel, ce sont les 12 signes du zodiaque, ce sont les 7 planètes, ce sont les 5 aspects et les 12 maisons bien sûr. Ce qui ne veut en aucun cas dire qu'il ne faut rien mettre de plus. Mais vous évitez de faire un thème surchargé. La sobriété est toujours payante en ce domaine-là. Mais une fois que vous avez l'assise, une fois que vous avez vos fondements et que vous souhaitez rajouter un facteur qui vous est réellement utile, vous n'hésitez pas à le faire. Donc quand on parle d'Uranus, Neptune, Pluton, la Lune noire, etc., je n'ai aucun état d'âme sur le sujet. Simplement, quand vous étudiez le piano, vous commencez avec les 7 notes et ensuite vous pouvez, une fois maîtriser les 7 notes, rajouter des octaves ou des dièses et des bémols. Mais vous ne rajoutez pas une multitude de notes pour éviter de maîtriser les 7 notes de musique de base. Donc tout ce que je dis ici, bien entendu, reflète l'astrologie traditionnelle, mais la tradition, nous en avons parlé, ce n'est pas la transmission de n'importe quoi, c'est la transmission de ce qui a réussi séculairement, c'est la transmission du vrai et du beau, et on se permet sans aucun complexe de se délester de ce qui n'était pas vrai ou de ce qui n'était pas beau. Bien, donc venons-en à notre sujet. En premier lieu, que cherche l'astrologue? C'est-à-dire que se passe-t-il dans l'acte d'interprétation? Il faut distinguer une chose, enfin 2 choses. Il faut distinguer le thème que vous avez devant les yeux et qui n'est qu'un reflet du ciel, une représentation schématique du ciel, et l'existence de la personne dont c'est le ciel natal. Nous parlons ici d'astrologie généliaque, c'est-à-dire, c'est la même racine que Genèse, c'est-à-dire l'astrologie qui s'appuie sur le commencement, la naissance. Et il se trouve que dans une capitale, Paris, New York, au même moment, vont naître une multitude d'enfants qui auront des existences différentes. Si bien qu'il faut distinguer le thème qui est la partition, et puis l'interprétation de cette partition qu'est chaque être humain né quand cette partition était opérante. Prenons un autre exemple. Si vous avez dans la même ville une personne qui naît dans une famille très libre entre guillemets et une personne qui naît dans une famille religieuse intégriste, la question du divorce ne va pas se poser de la même manière. Donc ce n'est pas le divorce qui sera marqué ou pas dans le thème, c'est une configuration dans le thème dont les 2 personnages vont être une interprétation possible, mais une interprétation différente. L'astrologue, pour réussir, doit donc travailler sur 2 plans simultanément. Il doit travailler sur le plan technique, c'est-à-dire maîtriser l'art de l'astrologie, la technique astrologique, mais il doit aussi cultiver l'inspiration. William Lilly, qui était un astrologue du XVIIe siècle, disait « la sagesse et l'art ». Étant entendu que le mot sagesse, c'est pas le raisonnable. Le mot sagesse, c'était directement
inspiré par les livres de sagesse, les livres sapientiaux, on dit en langage technique, de la Bible. La sagesse était une inspiration venue d'en haut et qui permettait d'aller au-delà du seul raisonnement. Donc, le thème est la partition. L'existence de l'être né en ce lieu et à cet instant est une interprétation possible de cette partition. Et donc, la question qui va se poser, prenons un exemple très très simple, là encore, beaucoup d'enfants, ça n'a pas du tout le même sens ici et en Inde. Ça n'a pas le même sens maintenant et il y a 3 siècles. Donc, le beaucoup d'enfants, c'est là encore une interprétation possible d'une partition. L'astrologue doit donc travailler sur les 2 volets, la sagesse, l'inspiration, et l'art, la technique. Une erreur courante, c'est de délaisser l'un pour l'autre. C'est-à-dire que vous avez des astrologues qui vont faire des calculs extrêmement compliqués, extrêmement minutieux, qui vont en remplir des pages, et puis l'interprétation qui en sort est d'une pauvreté affligeante, il n'y a pas de consistance. Et il n'a jamais lâché prise, hein. Il ne s'est jamais laissé aller à l'inspiration. Mais vous avez aussi l'autre type d'astrologue, un peu New Age, qui consiste à y aller au petit bonheur la chance, comme je le sens, et qui en fait, bien souvent, fait une projection, c'est-à-dire raconte sa propre vie ou ses propres échelles de valeur au client qui est en face. Un jour, quelqu'un me disait, moi j'y vais comme je ressens, ce que je ressens, rien de plus. Rien de plus, parce que d'apprendre la technique, ça me perturberait ce que je ressens. Je vais simplement demander si elle s'était fait opérer de quelque chose. Elle m'avait répondu oui, et j'avais demandé si elle avait choisi son chirurgien selon le même critère, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait surtout pas étudié l'aspect technique, mais qui faisait uniquement comme il ressentait. Donc, la sagesse et l'art. L'astrologue doit donc combiner une solide connaissance technique, parce que si le musicien ne maîtrise pas son instrument, quelle que soit l'inspiration, le résultat ne sera pas terrible, et une inspiration. Inspiration, ça veut dire ça souffle dedans. Dedans, spiration, souffle. Un enthousiasme, dedans, théos, Dieu, c'est-à-dire être rempli d'un Dieu, être soulevé par un Dieu, venu du ciel. Il lui souffle parmi les diverses interprétations possibles de cette partition. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est toujours justifiable par le thème, mais il lui souffle parmi les diverses interprétations possibles, celle qui est adéquate pour l'individu spécifique qui se trouve en face de lui. Et c'est dans ce sens que je disais qu'il n'y a pas d'astrologie laïque, il y a toujours une dimension spirituelle à l'astrologie. Ça ne veut pas dire un discours, une doctrine, un dogme. Spirituel, j'entends une connexion. C'est bien gentil de demander maintenant quand vous partez en vacances avec les enfants, dans le temps ils demandaient est-ce qu'il y aura la mer, maintenant c'est est-ce qu'il y aura du réseau. Alors, ce qu'il faut répondre, c'est que c'est bien gentil d'être connecté devant, derrière, à droite et à gauche, mais il faut aussi être connecté verticalement. Et à partir de là, ça devient plus complet. Donc, l'astrologue doit combiner une solide connaissance technique et une inspiration, un enthousiasme venu du ciel. C'est ce qui permet aux musiciens de jouer divinement bien, le mot divin dedans, et de faire acte de divination pour l'astrologue. Et là, il y a aussi le mot divin. Et je vous ai noté une phrase de quelqu'un de très pragmatique, c'était l'astrologue Jérôme Cardan, mais les spécialistes dans les moteurs de voitures connaissent le joint de Cardan, et il en est l'inventeur, donc pour montrer qu'on avait ici affaire à quelqu'un de très pratique, et qui a écrit dans ses aphorismes, il y a je ne sais quoi de céleste qui aide l'homme à deviner. Et là, nous sommes au cœur du sujet, au cœur
du problème. Bien, voilà donc la sagesse et l'art. Maintenant, nous rentrons dans la technique. La réception de la sagesse, le fait de se disposer à recevoir la sagesse, je vous laisse choisir les moyens qui vous paraissent les plus adaptés à votre cas ou à votre personnalité. Techniquement, concrètement, voilà ce que fait l'astrologue, ce que cherche l'astrologue face à un thème. L'astrologue, il ne se demande jamais tiens, il y a la Lune en maison 7, elle est au carré du mètre de 8, qu'est-ce que ça peut faire? Jamais. L'astrologue, il cherche des informations sur un sujet donné. C'est-à-dire, parlez-moi de ma carrière professionnelle, je n'arrive pas à avoir d'enfants, est-ce que vous pensez que je vais en avoir? Voilà, c'est-à-dire que l'astrologue, il cherche de l'information précise dans le thème, mais il n'interprète pas dans le vague, dans l'absolu, une configuration. C'est pour ça que les fichiers tout faits peuvent être des aides-mémoire, mais rien de plus. Et donc, face à n'importe quelle question, face à n'importe quelle interrogation, l'astrologue est confronté à 3 cas de figure possibles. Le premier cas, l'astre peut réaliser les attributs des maisons qu'il occupe et régit. Par exemple, l'astre peut donner une vie commune ou ne pas en donner. Il peut donner des enfants ou ne pas en donner. Il peut donner une réussite professionnelle ou ne pas en donner. Ce n'est surtout pas à interpréter en termes de bien et de mal pour la personne. Je prends toujours l'exemple classique, à une époque où il n'y avait pas de contraception, l'astre donnant facilement beaucoup d'enfants pouvait être une catastrophe pour la personne, bien qu'étant une chance entre guillemets pour les attributs de la maison 5. C'est-à-dire que c'est très bon pour la maison 5, mais ça ne plaît pas à la personne. Donc distinguer toujours ça, c'est-à-dire ce que l'astre fait et puis la manière dont ça peut être reçu. Si j'attends enfin un licenciement économique parce que je suis à 2 ans de la retraite, je travaille depuis l'âge de 14 ans derrière des machines et je suis usé, et si on me faisait un chèque pour partir, eh bien je serais le plus heureux des hommes, ça sera une configuration négative pour les facteurs célestes qui représentent la profession, qui va indiquer l'arrêt de la carrière, mais ça sera extrêmement positif pour la personne. Donc distinguez toujours ça. Donc je reviens sur mon premier cas de figure. L'astre peut réaliser les attributs des maisons qu'il occupe et régit. Voilà. Il donne des enfants, mais il peut aussi donner des maladies, mais il peut aussi donner des amis. Bon. Deuxième situation. L'astre peut empêcher la réalisation des attributs des maisons qu'il occupe et régit. L'astre peut empêcher d'avoir une vie commune stable. L'astre peut empêcher d'avoir des enfants, mais l'astre peut aussi empêcher d'avoir des maladies. Donc, l'astre peut empêcher la réalisation des attributs de la maison. Que ces attributs soient jugés désirables ou pas par la personne, c'est autre chose. Cette notion-là est fondamentale entre l'objectivité, ce que contient le thème et ce que l'on interprète, et la manière dont ça peut être reçu par la personne. C'est pour ça que lorsque les textes parlent de planètes bénéfiques ou maléfiques, il y a un moyen très simple pour savoir si la personne, l'astrologue qui est en face de vous et qui prend des boutons quand on parle de bénéfique et de maléfique, a lu les textes des maîtres passés de la même façon qu'un musicien a vu des partitions de Chopin, sinon il n'est pas musicien. Si vous avez quelqu'un qui vous dit oui, bénéfique ou maléfique, il n'y a pas de bien ou de mal pour les gens et ainsi de suite, vous êtes sûr qu'il n'a pas lu les textes. Parce que c'est bénéfique ou maléfique pour les facteurs célestes et leurs attributs, pas pour la personne. Et troisième cas de figure, l'astre peut, après avoir réalisé les attributs des maisons qu'il occupe et régit, les détruire. Par exemple, l'astre peut, version Hitler, donner une ascension sociale vertigineuse, et puis tout s'écroule.
L'astre peut donner une vie commune. Pendant 20 ans, tout se passe très très bien et tout s'écroule. Ou inversement, l'astre peut vous donner une période maladive, toute votre enfance par exemple, et puis à un moment donné, je ne veux pas dire tout s'écroule, mais tout s'écroule pour la maison des maladies. Voilà. Et donc c'est très très bien pour la personne. Donc l'astre peut avoir réalisé les attributs des maisons qu'il occupe et régit, les détruire, ou sous-entendu, les laisser, bien sûr. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc il y a un volet philosophique. Vous devez travailler sur deux pôles. La capacité à vous disposer à recevoir, et là, on est dans la démarche spirituelle. Je me garderai bien de vous dire ce qu'il faut faire et ne pas faire dans ce domaine, parce que c'est vraiment intime. L'autre chose, c'est la maîtrise de la technique. Deuxième volet, celui-ci, 3 cas de figure. L'astre peut donner les attributs de la maison qu'il occupe ou qu'il régit, et les laisser. L'astre peut empêcher les attributs de maison qu'il occupe et régit, ou l'astre peut les donner, puis les enlever. Est-ce que c'est bon pour tout le monde avant que nous allions plus loin? Oui. Bon. Alors, nous passons à la seconde partie. Le ciel émetteur. Il faut bien comprendre que dans un thème, il y a un ciel émetteur. Alors émetteur, c'est une façon de parler, hein, donc on ne parle pas en termes d'influence physique des astres, on parle de ce que les astres signifient. Mais prenons les choses de manière très simple. Un ciel émetteur, c'est ce qu'on nomme l'état céleste, et il y a un ciel récepteur, et le ciel récepteur, c'est ce qu'on nomme l'état terrestre. Nous allons donc regarder le ciel émetteur, de quoi s'agit-il, et nous regarderons ensuite le ciel récepteur. Et il n'y a pas d'interprétation possible s'il n'y a pas combinaison entre le ciel émetteur et le ciel récepteur. Il n'y a pas de concert qui sort du haut-parleur s'il n'y a pas combinaison entre l'émetteur, la station de radio, et votre récepteur, c'est-à-dire votre appareil radio. Le résultat est la production d'une musique. Le ciel émetteur, je vous ai mis comme dessin le zodiaque. Alors bien sûr, techniquement, le zodiaque, c'est l'écliptique, c'est-à-dire la ligne que le Soleil parcourt en apparence par rapport à la Terre. On appelle ça l'écliptique parce que c'est la même racine que éclipse, parce que les éclipses se produisent sur cette ligne. Et puis toutes les planètes, sauf Pluton, mais toutes les planètes se promènent autour de cette ligne. Et toutes les planètes, sauf Pluton, eh bien, se promènent sur un plan qui est un petit peu au-dessus ou un petit peu au-dessous de l'écliptique, mais toujours dans cette largeur que j'ai surlignée en jaune. Et c'est ce que l'on nomme le zodiaque. En fait, il serait plus juste de représenter tout cela sous forme d'une orange en 12 tranches, parce que lorsqu'on parle des étoiles, on dit que telle étoile est dans tel signe du zodiaque, elle est en réalité souvent hors du zodiaque à proprement parler, mais dans le fuseau qui prolonge le signe du zodiaque. Exemple, ici, vous avez une étoile, on considérera qu'elle est en taureau, mais en réalité, elle est dans le fuseau taureau. Ce que je vous montre comme schéma est complètement indépendant d'un individu particulier. C'est-à-dire que pour n'importe quel individu né sur la surface du globe en cet instant même, eh bien, ce ciel que je représente ici sera le même. C'est-à-dire que les astres seront dans les mêmes signes, qu'ils soient nés en Chine ou qu'ils soient nés en France. Les astres auront les mêmes aspects que cet individu soit né en Chine ou en France. C'est pour ça qu'on parle ici du ciel émetteur et que la position
du petit chinois ou du petit français se définira le ciel récepteur. Comment je reçois ce qui est émis par le ciel émetteur. Rentrons un petit peu plus dans la notion de ciel émetteur. Une planète, elle a deux types de signification. Elle a une signification qui est invariable, quelle que soit sa position, et elle a une signification qui varie avec sa position. Voyons ce qui est invariable. C'est ce qu'on appelle le significateur naturel, le significateur universel. Si je regarde la Lune, je constate que c'est l'astre qui change le plus de forme et le plus vite. La Lune est donc significateur des changements, de l'instabilité, du côté lunatique. Quel que soit l'endroit où elle est placée, c'est vrai. Prenons un autre exemple. Le Soleil, c'est la chaleur, c'est la lumière, tout est noyé dans sa lumière, tout tourne autour. Le Soleil a donc un rapport avec l'autorité, le pouvoir. Quel que soit l'endroit où se trouve le Soleil, il en est significateur naturel, ou significateur général, ou significateur universel, on trouve les trois termes. C'est pour ça qu'on dit que le Soleil est à la fois pêle-mêle significateur du Père, du Chef, du Roi, de Dieu, parce que je ne peux pas regarder le Soleil en face, et rappelez-vous ce que répondait l'Éternel à Moïse, hein, nul ne peut voir ma face et vivre, donc l'intensité est trop forte. C'est la signification du Soleil où qu'il soit placé, ça ne varie jamais. Mercure, c'est l'astre qui fait le plus de mouvements dans tous les sens, avec ses épicycles, c'est celui qui rétrograde le plus fréquemment, c'est l'électron libre, etc. Jusqu'à Saturne, où Saturne, c'est la dernière planète que l'on peut voir la nuit à l'œil nu, c'est la plus lente, donc c'est le temps, c'est également la plus sombre parce que c'est la plus éloignée du Soleil, donc c'est l'introversion, c'est les mines, c'est les caves. Le Saturne, comme c'est le plus loin que je puisse voir au niveau des planètes, sans instrument artificiel, sans artifice, eh bien c'est la lisière entre deux mondes, monde visible et monde invisible, c'est pour ça que Saturne renseigne sur la mort, mais c'est aussi pour ça que Saturne renseigne sur toutes les professions qui fouillent ce qui est obscur pour le mettre en lumière, l'archéologue par exemple. Voilà, ça c'est ce qui est invariable. Et ce qui est variable, eh bien, la planète, en se promenant, traverse des signes du zodiaque, et donc il faut bien voir où est le zodiaque. La planète est au loin, le zodiaque est autour de la Terre. Donc ce sont comme des vitres colorées les signes du zodiaque. Si bien que si j'ai une planète rouge, pour simplifier, et qui est devant cette planète, il y a une vitre rouge de la même couleur, il n'y a pas d'altération de la couleur de la planète. Mais si j'ai une planète bleue et puis que la vitre est jaune, eh bien le résultat, ça va être du vert. La planète n'aura jamais changé de couleur, elle. Mais, en revanche, en raison de la nature du signe zodiacal sous lequel la planète se meut, eh bien, le récepteur, lui, aura de la couleur verte et pas vraiment de la couleur bleue. Et puis, ce qui est variable, eh bien, par exemple, l'astre peut être direct ou rétrograde. Par rapport à sa vitesse habituelle, moyenne, il peut être rapide ou lent. Et puis, l'astre, il peut recevoir des aspects complètement différents selon les individus. Pas selon les individus nés au même moment. Selon les individus nés à des moments différents. Là encore, ceux qui sont nés au même moment, ce sont les mêmes aspects que reçoit l'astre. Voilà. Eh bien, tous ces facteurs constituent l'état céleste de l'astre. Comme vous l'avez compris, si actuellement la Lune est en Bélier, elle l'est pour vous, elle l'est pour moi. Si actuellement Mercure est rétrograde, il l'est pour vous, il l'est pour moi.
Si en ce moment Jupiter reçoit un sextile de Saturne, c'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi. Donc l'état céleste est indépendant d'un observateur particulier. Il est le même pour tous les êtres nés sur la surface de la Terre au même moment. Voilà donc ce qu'est l'état céleste d'un astre. Est-ce que c'est clair pour chacun? Ça va? Oui? Bien, merci pour vos réponses. Vous êtes prêts à passer au ciel récepteur? Il faut absolument distinguer les deux. Alors, allons-y pour le ciel récepteur. Eh bien, le ciel récepteur me renseigne sur la façon dont je reçois le ciel émetteur. Alors, pour faire simple, je vous ai également mis un schéma. Bon, ça correspond aux maisons Campanus. Je dis ça pour les techniciens, mais c'est ce dont la représentation est la plus simple ou la plus claire. Je viens au monde, et en venant au monde, eh bien, j'ai un horizon, voilà, et puis tout au-dessus de moi, j'ai un méridien, et entre l'horizon et le méridien, eh bien, les intervalles sont divisés par 3. Si c'est du campanus, ce sont des tranches de 30 degrés d'arc. Si c'est du placidus, la domification habituelle, c'est en temps que c'est divisé. Mais je ne rentre pas dans ces détails ici. Et donc, vous comprenez bien que le petit chinois qui vient au monde au même moment, il n'a pas le même horizon, il n'a pas le même méridien, et donc il n'a pas non plus les mêmes cuspides des autres maisons. Si bien que, si je nais au lever du soleil, eh bien, je reçois la lumière solaire à l'horizontale, selon un certain angle. L'arabe Al-Kindi avait écrit un traité des rayons pour expliquer tout ça. Mais c'est le lever du soleil chez moi, mais ce n'est pas le lever du soleil pour le petit chinois, le petit américain. Donc, quelqu'un né sur un autre continent, au même moment, il peut avoir le soleil au méridien. Et lui, il reçoit la lumière solaire à la verticale. Pourtant, c'est le même soleil, il est dans le même signe, il reçoit les mêmes aspects, il va à la même vitesse, mais il est reçu sous un angle différent. Eh bien, les 12 maisons renseignent sur la façon dont ces lumières, puisqu'en astrologie tout est question de lumière, sont reçues par un être humain particulier. Si j'ai une planète ici, là où il y a la lettre P, elle est dans ma maison 11. Mais il va de soi que pour le petit chinois né au même moment, elle n'est pas du tout dans la maison 11. Elle est au même endroit dans le ciel. Mais c'est moi, avec ma boule, ma sphère, qui ne suis pas disposé de la même façon. Donc je reçois, sous un autre angle, une planète qui est embellie pour tout le monde. Ça va? Oui. Alors, nous allons rentrer un petit peu plus dans la compréhension du ciel récepteur. Le ciel récepteur, ce sont donc les 12 maisons, comme vous l'avez compris. Pour dire les choses rapidement, pour diverses raisons, là je vous renvoie aux vidéos sur les maisons ou au livre Les 12 lieux de la fortune, eh bien, ces maisons sont irriguées par la lumière de l'Orient ou ne sont pas irriguées par les lumières de l'Orient. C'est une question qualitative. Et donc, les maisons qui ne sont pas en aspect
sur ma petite boule de la page précédente, les maisons qui ne sont pas en aspect avec l'Orient, eh bien, sont des maisons où le chaos, le désordre, l'emporte sur le cosmos, où les forces de désagrégation l'emportent sur les forces de structuration. C'est le cas des maisons 2. En Occident, on a oublié les aspects désagréables de cette maison, mais on les a conservés en Orient. C'est le cas de la maison 6, pas de problème là pour tout le monde. C'est le cas de la maison 8, c'est le cas de la maison 12. Ces maisons sont dites malheureuses. Malheureuses, là encore, on n'est pas dans de la morale, on est quasiment dans de la biologie. C'est-à-dire, ce sont des maisons où la lumière ne pénètre pas, la lumière de l'Orient ne pénètre pas. Et donc, du coup, ce qui est chaotique, ce qui se désagrège, tente à l'emporter, ou alors il faut vraiment que la planète qui soit dedans soit sympa. Et toutes les autres maisons, eh bien, sont reliées, que ce soit par sextile, que ce soit par trigone, que ce soit par carré ou par trigone, même par opposition, toutes les autres maisons sont reliées à la maison 1. Ce qui vous montre d'ailleurs que en astrologie réellement traditionnelle, et contrairement à ce que certains imaginent à propos de l'astrologie traditionnelle, eh bien, il vaut encore mieux avoir un tuyau un peu tordu, donc c'est le cas du carré qui relie la maison 1 et la maison 10, ou la maison 1 et la maison 7, plutôt que pas de tuyau du tout. Si vous avez un lavabo, pour avoir l'eau courante, il vaut mieux un tuyau qui ne soit pas complètement droit, mais dans lequel l'eau puisse circuler, que pas de tuyau. Donc, on relativise cette notion de bon et de mauvais aspects. Vous voyez comment il y a quelques schémas fondamentaux qui permettent de comprendre l'homogénéité et la cohérence de l'astrologie. Donc là, c'est une question qualitative. Maison heureuse ou maison malheureuse, c'est le vocabulaire consacré, même si on peut trouver qu'il date un peu. Et puis, il y a la question quantitative. C'est-à-dire qu'un astre qui est dans une maison angulaire c'est 1, 4, 7, 10, est un astre qui est renforcé. Elles font office de haut-parleur. Voilà. Vous lirez les textes à tête reposée. Il y a les maisons succédantes. Ces maisons succédantes sont donc les maisons 2, elles succèdent aux précédentes, 5, 8, 11, et elles sont relativement passables, moyennes, pour la puissance des astres qui les occupent. Vous n'oubliez pas que, évidemment, les signes du zodiaque se succèdent dans l'ordre des maisons, mais que par exemple, quand le soleil se lève, eh bien, il se lève d'abord en maison 12, puis ensuite c'est la maison 11, puisque la Terre en réalité tourne. Ça explique les commentaires que j'ai pu mettre ailleurs sur la feuille. Et il y a enfin les maisons cadentes. Le verbe cadere en latin, ça veut dire tomber. Ça veut dire aussi ne pas s'accomplir. Ça veut dire être suspendu à quelque chose. Et donc, ce sont des maisons qui tendent à affaiblir la planète qui les occupe. Ce sont donc les maisons 3, 6, 9 et 12. Voilà. Là, nous sommes dans une question de puissance, nous ne sommes pas dans une question de qualité. Un exemple très très simple, la maison 9 est la meilleure de toutes les maisons, elle est au trigone de la maison 1, elle est la joie du soleil, et pourtant c'est une maison cadente. Donc on distingue bien les deux, c'est la plus chanceuse, c'est la baraka, c'est la protection divine, et en même temps c'est une maison cadente qui est faible pour les planètes qui l'occupent. Quantité, qualité. Ça va ? Et revenons sur la qualité des astres, pour des raisons très ordonnées. Là encore, je vous renvoie
aux vidéos sur les maisons ou au livre Les 12 dieux de la fortune, eh bien, les maisons ont des attributs. Et ces attributs, eh bien, c'est assez simple. Donc, pour reprendre la division ternaire qui est la plus logique, chacune des maisons angulaires génère un triangle. La maison 1, c'est la vie. D'ailleurs, dans l'Antiquité, les maisons ne portaient pas un numéro, elles portaient un nom. Donc, peu importe l'ordre de la numérotation, elles portaient un nom. La première, c'était en latin vita, la vie. Eh bien, la maison 1, c'est ma vie, mon instinct de survie. Ma vie, je survis par moi-même. Et le triangle se forme, ça génère un triangle. Avec la maison 5, je survis par mes enfants, à travers l'espèce que je génère. Et il y a le troisième point du triangle, je survis en Dieu, c'est-à-dire au-delà de ce monde, je bascule et je vis. Donc ce sont trois maisons de vie, mais trois maisons de forme de vie et de survie, de survivre soi-même de trois façons différentes, physiquement, par ses enfants ou en Dieu. Il y a ensuite la maison 10 et la maison 10. Eh bien, voilà, je cherche un crayon, là voilà. Elle génère elle-même un triangle. Alors, la maison 10, elle renseigne sur les biens immatériels de l'homme, c'est-à-dire son statut social, c'est-à-dire la reconnaissance qui lui est apportée. Et cette maison, elle génère un triangle aussi. Il y a donc les biens immatériels, mais il y a les biens animés. Les biens animés sont par exemple les animaux. Le bétail, jadis, bien sûr. Donc, mais c'est aussi les biens animés, les employés. Voilà donc pour la maison 6. Et puis, il y a des biens matériels inanimés, et eux, ils sont en maison 2. Et nous avons là un triangle absolument parfait et cohérent. Ce qui vous montre d'ailleurs que les maisons se comprennent par triangle et non pas par axe, par polarité. Et puis, il y a aussi l'Occident, c'est-à-dire la maison 7. Et l'Occident, eh bien, c'est l'alter ego, ce qui me fait face, donc le conjoint ou l'associé. Mais cet Occident, il génère lui aussi son propre triangle. Et il génère les attributs de la maison 11, qui sont mes affinités volontaires, c'est-à-dire mes amis, mes relations, etc. Et il génère les attributs de la maison 3, qui sont les affinités involontaires, c'est-à-dire les frères, les sœurs, j'y suis pour rien, ils sont là, les neveux, les nièces, les voisins, voilà. Donc, l'alter ego, les affinités volontaires, les affinités involontaires. Et il nous reste enfin le fond du ciel, dernier angle qui nous intéresse. Et ce fond du ciel, eh bien, le voilà. Il renseigne sur ce que je subis. Là encore, ne raisonnez pas en termes bénéfiques ou maléfiques. Ce que je subis, c'est-à-dire ce contre quoi je ne peux rien. Je subis un héritage. Après, j'essaye de m'en arranger mieux possible, c'est autre chose, mais mon bagage génétique, par exemple. Donc c'est le triangle des passions, mais attention, le mot passion chez les anciens, c'est ce par rapport à quoi on est passif. Et cette maison 4, donc, elle renseigne sur les parents. Je dois faire avec. La maison 4, elle renseigne sur les limitations qui me sont imposées au départ, par exemple, bagage génétique. Et cette maison 4,
génère elle-même un triangle, la maison 12. La maison 12, eh bien, renseigne sur ce que je subis dans mon existence, des inimitiés, des maladies, des exils, des limitations physiques, et en même temps, la maison 8, et j'aurais beau faire une grande conférence sur le libre arbitre, je crains qu'il ne vienne un jour où je meurs quand même. Donc c'est le triangle de ce sur quoi je n'ai pas grande prise et qui tente à s'imposer à moi. Donc voilà qualitativement les maisons. Donc nous avons vu pour le ciel récepteur, c'est l'angle sous lequel je reçois les lumières et ça génère 12 maisons. Ces 12 maisons ont une puissance angulaire, succédante, cadente, et une qualité, maison heureuse, maison malheureuse, et les attributs des maisons elles-mêmes. Bien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Nous avons donc vu, premier point, qu'il fallait travailler dans deux directions pour devenir astrologue, la sagesse et l'art. Donc, se disposer à recevoir une inspiration, ce sera vrai pour un musicien ou un artiste peintre, hein, rien d'original là-dedans, ce sera vrai y compris pour un sportif. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça va au-delà de la technique. Quand vous avez deux champions de tennis, ce n'est pas la différence de compétences techniques qui fait gagner l'un ou l'autre. C'est qu'il y a un moment donné où il y en a un qui se lâche et qui est joué par sa raquette, il fait le geste juste spontanément, et puis l'autre qui applique une technique sans la lâcher. Eh bien, c'est exactement la même chose en astrologie. Vous avez tous connu cet état-là dans les domaines qui sont les vôtres. Et puis, nous avons donc vu le ciel émetteur, indépendant d'un individu particulier, et le ciel récepteur qui représente comment cet individu reçoit les lumières émises par les astres. Le problème consiste maintenant à combiner le ciel émetteur et le ciel récepteur. Et je vous ai mis une image qui vous montre le zodiaque, c'est-à-dire c'est vu d'en haut la boule de tout à l'heure, la boule du ciel émetteur, et puis j'ai mis au centre le ciel récepteur. Oui, il doit y avoir un petit bonhomme quelque part là qu'on ne voit pas, et du coup, eh bien, il reçoit sous certains angles les planètes qui sont dans les signes du zodiaque. Et il nous faut donc comprendre comment interpréter une planète dans une maison. Revenons sur les cas de figure précédents, tout au moins les deux premiers. Nous avons vu que l'astre peut réaliser les attributs des maisons qu'il occupe, ou l'astre peut empêcher la réalisation des attributs des maisons qu'il occupe. Comment le savoir? Eh bien, la règle de base est la suivante. Si les attributs de l'astre présentent une analogie avec ceux de la maison qu'il occupe, les attributs communs à l'astre et à la maison occupée se manifesteront dans l'existence. Nous allons voir des exemples, mais pour que ce soit clair, j'en prends un tout de suite. Le soleil, c'est la lumière, c'est la chaleur, ça rayonne, tout tourne autour. La maison 10 renseigne sur le statut social. Si il y a le soleil en maison 10, eh bien, il y aura un rayonnement social dans son domaine de la personne par rapport à son milieu d'origine.
Que cette personne soit chef de rayon dans un grand magasin ou président de la République, peu importe, hein, c'est évidemment par rapport à d'où il vient. Parce que dans les attributs du soleil et dans les attributs de la maison 10, il y a ces attributs-là qui sont communs. En revanche, la maison 10 peut aussi renseigner sur la mer, mais le soleil n'a rien à voir avec la mer, donc ce n'est pas là-dessus que ça va jouer. Donc si les attributs de l'astre présentent une analogie avec ceux de la maison qui l'occupe, les attributs communs à l'astre et à la maison occupée se manifesteront dans l'existence. Si chaque astre a aussi un certain nombre d'attributs, eh bien la maison permet de sélectionner le bon, entre guillemets. Prenons un exemple. Autour de vous, en cet instant, toutes les émissions de radio existent. Mais vous avez un poste récepteur qui est calé sur une certaine fréquence et qui ne capte qu'une de ces émissions. Eh bien, la maison joue le même rôle. Il faut qu'il y ait un point commun entre la maison et l'astre, mais parmi tous les attributs de la planète, c'est celui qui est commun entre la maison et l'astre qui est joué comme musique. Jupiter en maison 2. Jupiter est significateur général des finances. En maison 2, qui régit les finances, eh bien, il donne des biens. Mais Jupiter en maison 5. Jupiter est significateur général des naissances d'enfants. En maison 5, il va donner enfant, pas finance. C'est-à-dire que parmi les différents attributs de Jupiter, ceux qui se réaliseront sont ceux qui sont communs à la maison et à la planète. Alors après, on peut aller beaucoup plus loin par divers procédés, mais j'essaye de rendre les choses claires pour avoir des fondations solides. Est-ce que ça va, ça? Est-ce que c'est clair? On va voir des exemples, mais ça marche? Voilà. Bien. Là, à ce stade-là, nous ne nous occupons pas des signes du zodiaque, etc. C'est l'astre par rapport à la maison. Deuxième chose, l'astre peut empêcher la réalisation des attributs des maisons qu'il occupe. Si les attributs de l'astre sont en analogie contraire avec ceux de la maison qu'il occupe, les attributs contraires à l'astre et à la maison occupée seront empêchés. Exemple, Saturne, qui est une planète de restriction, de contraction, en maison 2. Les gains. Il y a une analogie contraire. Alors que si je cherche Mercure en maison 2, il n'y a pas franchement d'analogie, mais il n'y a pas non plus d'analogie contraire. Alors que le Saturne en maison 2, c'est une analogie contraire. Voilà. Eh bien, en cas d'analogie contraire, ça ne donne pas les attributs qui sont contraires, sauf, mais nous verrons pourquoi tout à l'heure, mais si on s'en tient uniquement à l'astre de la maison, à l'astre et à la maison, ça ne les donne pas. Donc je répète, l'astre peut réaliser les attributs des maisons qu'il occupe si les attributs de l'astre présentent une analogie avec ceux de la maison qu'il occupe. L'astre peut empêcher la réalisation des attributs des maisons qu'il occupe si les attributs de l'astre sont en analogie contraire avec ceux de la maison qu'il occupe. Alors pour vous entraîner à lire les textes traditionnels, parce que là encore, vous allez dire que je deviens sénile à force de me répéter, mais imaginez-vous un artiste peintre qui n'aurait jamais étudié un tableau d'avant mai 68. Imaginez-vous un vrai musicien qui n'aurait jamais joué un morceau de musique ni étudié la musique d'un musicien qui aurait vécu avant mai 68. Imaginez-vous un ébéniste. Imaginez-vous un architecte qui n'aurait jamais étudié
l'architecture, les styles de meubles qui étaient antérieurs à mai 68. Eh bien, ça paraît normal dans certains milieux astrologiques. Alors que dans n'importe quel autre milieu, ça ne le paraîtrait pas. Alors, pour vous entraîner à lire ces textes, voyons comment au XVIIe siècle on vous explique ce que je viens de dire. L'analogie, c'est le comte Henri de Boulainvillers. Il y a une rue qui porte son nom à Paris, et Henri de Boulainvillers était en délicatesse avec le roi Louis XIV, puisque, comme vous le savez, Louis XIV avait vraiment mis en place la monarchie absolue jusqu'à un certain point. Il faut savoir que la monarchie absolue de l'époque, le monarque avait moins de pouvoir que le président de la République d'aujourd'hui. Bon, mais c'est une autre question. Et il avait rappelé, Boulainvillers, que à l'origine, comme pour les empereurs romains, les premiers rois de France devaient être validés par le peuple. Donc ils étaient rois de naissance, mais devaient être validés pour être rois. Et ça ne plaisait pas à Louis XIV. Donc il a fait quelques séjours dans pas les cachots, parce qu'à la Bastille c'était un vrai palace. Quand on veut pleurer sur les gens embastillés au XVIIIe siècle, alors quand c'était par exemple des auteurs de libelles qui s'opposaient au roi, ils avaient les appartements, même leur imprimerie, et puis ils continuaient d'imprimer les tracts et les libelles à l'intérieur même de la Bastille. Donc ils les diffusaient. Donc il faut faire très très attention à ce qu'on dit à l'école là-dessus. L'analogie n'est donc autre chose que parité de signification. Oui, je vous disais, il y a une rue Henri de Boulainvillers, pas tellement pour son astrologie, mais justement par rapport à ses écrits politiques. L'analogie n'est donc autre chose que parité de signification. Jupiter est estimé analogue à la deuxième maison parce que l'un et l'autre sont censés significateurs des richesses. Vénus est analogue à la cinquième pour la signification des plaisirs. Voilà, c'est ça l'analogie. Et donc, quel est l'effet quand il y a une analogie entre la planète et la maison qu'elle occupe? Eh bien, l'effet de l'analogie est de fortifier les significations communes, de quelque nature qu'elles soient. Là encore, nous ne sommes pas dans une notion de bien et de mal. Saturne en maison 12 risque de fortifier des maladies. Mars en maison 6 risque de fortifier des accidents ou des troubles aigus. Donc l'effet de l'analogie est de fortifier les significations de quelque nature qu'elles soient. Et l'effet d'une analogie contraire est d'affaiblir les significations de quelque nature qu'elles soient aussi. On va lire la suite parce que c'est vraiment fondamental tout ce qu'on est en train de voir ici. Partant, c'est toujours Henri de Boulainvillers qui parle, si Jupiter se trouve dans la deuxième maison sans disgrâce, très joli comme langage, sans disgrâce ça veut dire sans qu'il soit en exil, en chute, ou sans qu'il reçoive un mauvais aspect d'une planète contraire, par exemple un carré de Saturne. Partant, si Jupiter se trouve dans la deuxième sans disgrâce, qui le détermine, qui le programme, au contraire de son effet naturel, les finances, comme il est réputé le significateur propre des richesses, il doublera en quelque manière l'effet qu'il aurait eu dans une autre maison. Par raison contraire, c'est-à-dire analogie contraire, Saturne, significateur naturel de la peine et des besoins, anéantira l'espérance des richesses, si d'ailleurs il ne reçoit détermination capable de changer sa malignité. C'est-à-dire que si le Saturne est en maison 2, mais qu'il reçoit un trigone de Jupiter qui, lui, a une analogie avec les finances, la personne va ramer, ça viendra lentement, durement, mais ça finira par venir. Voilà. Mais là, nous en tenons simplement à la planète elle-même. Prenons quelques exemples. Voilà le Soleil en maison 10. Je vous l'ai pris en exemple tout à l'heure, donc n'en pas nous y attarder. Le point commun entre le Soleil et la 10, ce sont donc les honneurs, le statut, et donc le Soleil va donner des honneurs et des statuts, et du statut social, toujours par rapport au milieu d'origine.
Alors là, je vais vous faire travailler un petit peu maintenant. Supposons que le Soleil soit en maison 4, en face. Y a-t-il une analogie? Et si oui, laquelle? Très bien, Hélène. Oui, Marie-Gabrielle. Oui, Pascal, Anne, c'est très très bien. Allez, encore une ou deux réponses. Josiane, parfait. Le père. Ascension. Oui, le père. Le patrimoine. Ascension répond le patrimoine, mais patrimoine, tout dépend de ce qu'on appelle patrimoine. Si c'est les biens, les richesses, c'est ailleurs. Ici, c'est le père, c'est-à-dire entre les attributs de la maison 4 et le soleil, on a une signification possible, le père. Voilà. Donc, si le soleil était en maison 4, il renseigne sur le père. Prenons un autre exemple. Si le soleil était... Alors évidemment, si le soleil est en 4 et qu'il est très bien aspecté, en exaltation, etc., ça favorise la destinée du père. Alors que si le soleil est en maison 10 très bien aspecté, et ça favorise non pas le père, mais le statut social. C'est là où vous voyez le rôle du ciel récepteur. C'est-à-dire que si vous commencez à vous dire, tiens, dans ce thème, le soleil conjoint à Jupiter, vous avez eu un père jupitérien, au moins vous n'en parlez pas, il a travaillé toute sa vie à la chaîne, il a eu un mal fou à nous élever financièrement à la maison, on n'avait pas un sou. Ah ben pourquoi? Pourtant un soleil conjoint à Jupiter. Oui, mais si le soleil est en maison 10, c'est le statut social du natif qui bénéficie de cette conjonction de Jupiter, c'est pas le père. Sauf si le soleil était maître de la maison 4. Et si le soleil est en maison 4 et qu'il est conjoint Jupiter, inutile de dire à la personne, alors ce soleil conjoint Jupiter, ça va vous permettre une réussite sociale fantastique. Non, 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 non. Ce sont les attributs de la maison 4 qui en bénéficient. Déjà, le père, sans aller chercher plus loin. Voilà. Il n'y a pas d'interprétation sans ciel récepteur. Je vous demande encore un autre exemple. Si le soleil est en maison 1, y a-t-il une analogie? Si oui, laquelle? Très bien, Josiane. Marie-Gabrielle, c'est parfait. Enfin, Marie-Gabrielle, elle peut aller plus loin. Ascension, c'est très bien. Florence, Hélène, vous pouvez être un petit peu plus précis. Le soleil, c'est la chaleur et la lumière. La maison 1, c'est ma capacité à survivre, à récupérer. Donc, le point commun, ce n'est ni avec la maison 1 et le soleil, ce n'est ni le père ni le statut social. Le point commun, c'est la vitalité. C'est-à-dire que la maison sélectionne la bonne fréquence parmi les diverses fréquences de la planète. Et si ce soleil est très bien fichu, trigone lune, en domicile, forte vitalité, forte capacité à récupérer. Mais il sera inutile d'aller disserter sur le père ou de disserter sur le statut social du natif. Sauf si le soleil, nous le verrons après, était maître de la maison 4 pour le père ou maître de la maison 10 pour le statut social. Nous nous en tenons uniquement à la planète dans la maison. Bien. Voyons un autre exemple. Alors ici, Mars en maison 7, eh bien, ça peut donner deux choses. Alors, ce que j'ai marqué là, c'est-à-dire que la maison 7 peut représenter les oppositions, les litiges, et donc Mars, qui va dans le même sens, peut représenter ça. Mais ça peut aussi représenter quoi? Mars en maison 7, non. Si je m'appelle Simone, Mars en maison 7 peut représenter quoi? Oui, très bien, Ascension. Très très bien, très très bien, Josiane. Le mari, l'homme. Donc le Mars en maison 7 peut garantir, si la personne cherche un conjoint masculin, eh bien qu'il y aura conjoint masculin. Voilà.
Alors après, la manière dont ça se passe, c'est une autre question, mais on ne demande pas ici si le couple sera heureux, pas heureux, etc. On cherche s'il y aura conjoint ou pas conjoint. Évidemment, si c'était Vénus et que l'on cherche un conjoint féminin, ça donnerait la même chose. Alors, on me demande, Stéphane, conjoint ou amant? Amant, alors attention, si vie commune il y a avec un mari ou une épouse, quand je dis mari, c'est vie commune, hein, ou épouse, la maison 7 ne renseignera jamais sur un amant. C'est quelle maison? La 5. Voilà. Alors éventuellement, le Mars en 5 peut renseigner sur un amant. C'est-à-dire c'est l'homme, mais au niveau des plaisirs de la maison 5. La maison 7, ça sera le conjoint. Prenons deux autres exemples. Si j'ai Mars en 5, ça peut me donner quoi? Oui, très bien, Anne-Marie, très bien, Hélène. Ah, ça peut me donner un enfant masculin, un garçon, tout bêtement. Et si Mars est en maison 3, qu'est-ce qu'il peut donner? S'il y a des frères et des sœurs, ben, au moins un frère. Voilà, c'est-à-dire que dans les attributs de la planète, la maison est comme votre récepteur radio, puisque c'est le ciel récepteur, elle sélectionne une fréquence. Bien, c'est bon, vous êtes bon. Jupiter en maison 2, acquisition de biens, nous l'avons vu, et nous avons vu que Jupiter en maison 5 pouvait donner des naissances d'enfants. C'est-à-dire que si le Jupiter n'est pas vraiment altéré, fortement altéré, par nature, il donnera naissance d'enfants. Et comme nous l'avons vu aussi, on évite de raisonner en termes de bien ou mal. Saturne en maison 12, le point commun entre Saturne et la 12, alors par exemple, maladie, enfermement, pour une raison quelconque, c'est un point commun, donc Saturne, sauf s'il était extrêmement bien situé, donnera ça. Quand je dis que ça n'a rien à voir avec bien ou mal pour le natif, si le natif a décidé qu'il était beaucoup mieux en Australie qu'en France et qu'il s'y installe définitivement, il y a exil. Il est au plus loin. Saturne, c'est la planète la plus éloignée. Donc, on ne va pas en faire quelque chose de mauvais, de nocif pour le natif. Il demandait que ça. Voilà. De la même façon, si le natif travaille, si s'est fait moine et que c'est un choix qu'il est très bien comme ça, le Saturne en 12, c'est séparation, mise à part, je ne vais pas dire enfermement, puisque c'est un mode de vie volontaire. Ouais. Eh bien, il est peut-être le plus heureux des hommes. Mais quelqu'un qui, évidemment, aurait le goût contraire, qui ne peut pas se supporter 5 minutes sans être tout seul, sans avoir du monde autour de lui, évidemment, ça sera quelque chose qui sera mauvais pour lui. Donc, jamais une position n'est bonne ou mauvaise pour quelqu'un. Ensuite, le Vénus en maison 7, eh bien, nous l'avons vu tout à l'heure, donc nous n'allons pas y revenir. Et nous avons, je prends un dernier cas, deux planètes, pour enfoncer le clou par rapport à cette histoire de bon ou pas bon. Si vous avez Mars en 8, ça donne quels attributs de la maison 8? Alors, voilà, ça peut donner chirurgie. Il faut me trouver un rapport entre Mars et la 8. Hein. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire mort, parce que mort c'est la 8. Mais il me faut une analogie précise entre Mars et
et la 8. Donc par exemple, ça peut être un accident très dangereux ou mortel. Ça peut être le chirurgie. Donc chirurgie, ça peut être très très bien pour la personne, qu'elle se fasse opérer de quelque chose qui l'enquiquinait et que ça résolve le problème. Donc là encore, c'est ni bien ni mal pour la personne. Et puis, Vénus en 2, ça ne va pas donner nécessairement de l'argent au sens de liquidité, mais ça va donner du confort, des biens confortables. Vénus. Donc, ça donne aussi bien Vénus que Mars les attributs de la maison 2 pour l'un et de la maison 8 pour l'autre, et ces attributs eh bien, peuvent être jugés comme désagréables, non désirables par le natif. Par exemple, si Mars est source d'accident, une chirurgie, c'est pas agréable quand même, et des attributs jugés agréables pour le natif. Donc on est complètement dans une notion différente entre la planète est bénéfique ou maléfique pour les attributs de la maison, elle n'est jamais bénéfique ou maléfique pour le natif. Donc la prochaine fois que vous entendez quelqu'un dire l'astrologie traditionnelle, ça parle en termes de bien et de mal pour la personne, nous on n'est pas dans la mort. Vous savez que cette personne n'a jamais étudié la question. Point. C'est marqué kilomètre après kilomètre dans tous les textes classiques, ces définitions-là. Avant d'aller plus loin, je réponds à une question qui m'a été posée. Quelqu'un me demande, j'ai une amie qui a Vénus en maison 7, et cette Vénus, et cette personne plutôt, elle a à la fois un mari puis un amant depuis 20 ans. De qui parle Vénus? À votre avis, de qui parle Vénus? Voilà, Vénus parle du conjoint, ne parle pas de l'amant, sauf si Vénus était maître de la maison 5, si la maison 5 était en balance ou en taureau. Mais là, on s'en tient à la planète dans la maison. Donc je suis obligé de prendre un attribut commun entre la planète et la maison. Alors vous allez me dire, Vénus c'est une femme, c'est pas un homme, et elle a un mari, mais à ce moment-là, Vénus peut aussi renseigner sur d'autres choses. Donc le mari peut être vénusien s'il est artiste, par exemple. Le mari peut être vénusien si c'est quelqu'un qui, par tempérament, a horreur des conflits, met la tête dans le sable depuis 20 ans, fait avec. Donc, c'est le mari. Il lui fallu que ce soit en maison 5, ou il lui fallu que ce soit un aspect sur le maître de 5, pour que ça renseigne sur l'amant. Bon, et la personne qui m'a posé la question me répond, c'est le cas. Le mari est quelqu'un qui a horreur des conflits. Voilà. Ça va, ça vient, petit à petit. Bon, on continue. Et il y a une question que nous n'avons pas encore vue. C'est, l'astre peut donner les attributs des maisons qu'il occupe. L'astre peut empêcher les attributs des maisons qu'il occupe. Mais s'il les donne, est-ce qu'il va les laisser et que je peux dormir sur mes deux oreilles? Ou au contraire, espérer en être débarrassé? Là encore. Ou pas. Et c'est ma troisième catégorie. L'astre peut, après avoir réalisé les attributs des maisons qu'il occupe, les détruire. Eh bien, la clé, elle se trouve dans l'état céleste de l'astre, c'est-à-dire la vitre qui est entre l'astre et nous, le signe du zodiaque, les aspects que l'astre reçoit, et ainsi de suite. Allons-y. Et nous allons relire encore nos bons auteurs. Alors voilà notre conte Henri de Boulainvilliers, que j'aime beaucoup parce que il fait partie des auteurs qui ont réellement, il y a Morane Villefranche, il y a Eustache le Noble, c'est pour ça que vous voyez ces trois noms revenir sans arrêt. Ce sont les astrologues qui sont allés au-delà de simples formulaires tout faits et qui ont réellement décortiqué la procédure d'interprétation. Et ça, vous ne le trouvez quasiment jamais dans les livres qui sortent en librairie habituellement. Alors, allons-y.
le comte Henri de Boulainvilliers. Faites toujours attention à l'analogie des planètes, parce que la principale force de leur signification paraît en dépendre. Quoi qu'il puisse quelquefois arriver que les significations sont déterminées contre la propre analogie. Attention à la phrase qui suit. Et c'est ainsi que Saturne, en la 10e maison, bien disposé, je l'ai mis en couleur, signifiera les honneurs. C'est-à-dire que Saturne neutre ne suffit pas pour donner les honneurs. En revanche, si Saturne est bien disposé par état céleste, eh bien, il peut les donner. Pas facilement, il faudra du temps, il les donnera de façon saturnienne, mais il les donnera. Donc, bien disposé, ça veut par exemple dire en domicile, en exaltation, ou recevant le bon aspect d'une planète qui donne les honneurs. Par exemple, si Saturne en maison 10 est bien placé zodiacalement et reçoit un trigone du Soleil, comme le Soleil a une analogie avec les honneurs, il en tire profit. On poursuit. Ou bien Vénus en la 6e maison. Vénus est plutôt sympathique. La 6e maison, c'est une maison malheureuse où le chaos l'emporte sur le cosmos. Eh bien, Vénus en 6 peut quand même donner des maladies, alors que, par nature, toute seule, elle n'en donnerait pas. C'est-à-dire que si Vénus est en 6 et n'est pas mal fichue, elle ne donnera pas de maladie, elle donnera d'autres choses qui peuvent avoir un rapport entre, par exemple, des animaux, entre la 6 et Vénus, mais pas des maladies. Mais, si Vénus est en maison 6, mal disposée, elle peut donner les maladies. Mais attention, il arrive toujours aussi que les effets qui en résultent soient sujets à contradiction. Ainsi, les maladies signifiées par Vénus dans le cas exposé seront facilement guéries, seront des maladies vénusiennes. Donc rien à voir avec des maladies saturniennes qu'on se trimballe chroniquement et qui handicapent. Si d'ailleurs cette planète n'est pas infortunée notablement. Évidemment, si Vénus est en maison 6, en chute, qu'elle reçoit une opposition de Saturne qui a une analogie avec des maladies handicapantes, là, ça risque de réaliser quand même la chose. Mais on en souffrira moins que si c'eût été Saturne directement, parce que ça reste Vénus. On sera malade de manière vénusienne. Voilà. Comme auparavant, on acquérait un statut social de façon saturnienne. Et les honneurs promis par Saturne en maison 10 causeront de la peine, des inquiétudes et ne seront conservés qu'avec difficulté. Il y en a, mais on rame. Voilà comment joue l'état céleste. Est-ce que c'est clair pour chacun? Oui. Alors, nous allons lire maintenant la même chose, expliquée par un autre astrologue du XVIIe siècle, Morin de Villefranche. C'est la même chose, mais c'est dit autrement, donc ça permet de bien ancrer ses bases. Ainsi, le Soleil en maison 10, considéré en soi, c'est-à-dire sans tenir compte de quoi que ce soit d'autre que la planète et la maison, confère des distinctions hors ligne à cause de son affinité naturelle avec celle-ci, ses affinités avec les distinctions. Par contre, Saturne, considéré en soi, toujours dans la maison 10, empêchera les distinctions pour la raison contraire. C'est une analogie contraire. Saturne est la planète la plus éloignée de la lumière solaire. Donc, c'est l'obscurité. Ce qui d'ailleurs n'est pas nécessairement mauvais pour la personne. En politique française, vous avez une flopée de très hauts fonctionnaires qui regardent passer les présidents de la République et qui, eux, restent en place en étant dans l'ombre. Donc ces gens-là peuvent avoir très bien du Saturne en maison 10 et s'en porter très bien parce qu'ils préfèrent être influents dans l'ombre plutôt que d'être sur le devant de la scène comme les politiciens en question.
Donc, par contre, Saturne, considéré en soi, empêchera les distinctions pour la raison contraire. J'ai dit considéré en soi, car en raison de sa position, accidentellement, ça veut dire ponctuellement, en raison de son état, le Soleil en 10 peut empêcher les distinctions lorsque par son état céleste, il est mal disposé. C'est-à-dire que si le Soleil en maison 10 donne les distinctions, si on tient compte de rien d'autre, eh bien, s'il est vraiment mal fichu, ça bloque. Comme par exemple, lorsqu'il s'y trouve en exil, en chute, pérégrin, c'est-à-dire sans dignité, en aspect de carré ou d'opposition avec une maléfique, surtout Saturne, puisque Saturne, c'est l'obscurité. Et donc là, il y aura une analogie, contre-analogie entre Saturne et la maison 10. Puis, qui pisait, lorsqu'en même temps son maître, le maître de la maison 10, est mal disposé. Voilà. Donc, quand il y a une analogie, ça donne la chose. Pour que ça ne la donne pas, il faut que la planète soit mal fichue. Mais si elle n'est pas mal fichue, elle n'a pas besoin d'être bien fichue pour donner la chose. Quand il y a une analogie contraire, ça empêche. Sauf si la planète est bien fichue. Mais pour que ça donne, il faut qu'elle soit bien fichue par état céleste. Sinon, ça ne suffit pas. Ou bien, lorsque le Soleil en 10 tente à élever le sujet à raison de sa position en 10 et de son analogie, il peut faire accidentellement, donc ponctuellement, que cette élévation soit entourée de difficultés, de tracas et de malheurs qui seront d'autant plus grands que l'état céleste du Soleil sera plus mauvais. Vous voyez la différence? Selon que la planète a une analogie ou n'en a pas. Si elle a une analogie, il ne faut pas grand-chose pour qu'elle donne les significations communes avec la maison. Si c'est contre-analogie, il faut qu'il y ait un soutien. Prenons l'exemple de Saturne en maison 10. Saturne en maison 10 sera accidentellement, ça veut dire ce qui advient, littéralement, en raison de la position. C'est vrai dans un thème, c'est pas vrai dans un autre. Le Saturne en maison 10 sera accidentellement la cause d'honneur s'il se trouve par exemple dans son propre maison céleste, c'est-à-dire dans son domicile, en Capricorne ou en Verseau, ou en exaltation, en Balance, oriental au Soleil, c'est-à-dire se levant avant le Soleil, mouvement rapide par rapport à sa vitesse habituelle, direct et pas rétrograde, et puis en aspect trigone du Soleil et de la Lune, puisque ce sont les planètes qui envoient de la lumière, ou à défaut de Jupiter ou de Vénus. S'il est soutenu, il finira par donner, même s'il faut du temps, et même si c'est avec des efforts et qu'on s'y épuise. Ça marche? Pour tout le monde? Alors, si vous n'êtes pas encore épuisé, nous poursuivons. La planète qui est dans la maison, c'est un agent actif. Saturne en maison 2, par rapport aux finances, c'est l'agent actif. C'est ce qu'on vient de voir. Si Mars est en maison 2, par rapport aux finances, c'est l'agent actif. Nous lisons nos bons auteurs, mais l'aspect ou la présence dans une maison ont une vertu active, et c'est ainsi que la seule présence de Mars, dissipateur dans la seconde maison, parce que Mars est très chaotique dans son fonctionnement, qui est celle des richesses, fait qu'un homme, bien loin d'en amasser, consume et dissipe ses biens par des dépenses prodigues dans lesquelles il s'embarque avec chaleur. Mars en 2 donne des dépenses inconsidérées, on a tendance à dilapider, sauf, là encore, si Mars est très bien disposé. Mettons maintenant Saturne. Saturne, au contraire, froid et prévoyant, se trouvant dans la maison 2, fait qu'un homme augmente ses richesses par une grande parcimonie ou avarice, s'il est en domicile, ou si il est aspecté par un bon aspect venant du maître de la maison. Et ça, on y reviendra après.
C'est-à-dire que le Saturne est en analogie contraire avec la maison 2. S'il est bien disposé, vous voyez, s'il est en Capricorne en domicile, il donnera des biens conformément aux règles que nous avons vues tout à l'heure, mais il le donnera de façon saturnienne, c'est-à-dire en comptant pièce par pièce ou en devant prendre énormément de temps. Donc l'agent actif, c'est la planète dans la maison. Mais si ce Saturne est dans sa chute, ou s'il reçoit un mauvais aspect d'une mauvaise planète, enfin une planète contraire aux finances en tout cas, il perdra malheureusement ses biens par vol, par inondation, par incendie ou par persécution, suivant la nature des planètes qui le blesseront. Par exemple, Saturne en chute fera perdre les biens en maison 2, et il risque d'être perdu ces biens de façon martienne. Accident, incendie, conflit, et ainsi de suite. Et vous avez compris évidemment le contraire. Hein. Supposons que Saturne soit au trigone, reçoive le trigone du Soleil et que le Saturne soit en domicile, il donnera des biens, et il peut les donner par des choses solaires. Le gouvernement, un dirigeant, donc une autorité quelconque, le père. Voilà. Alors Pascal me pose une question. Un Soleil en Lion en 10 opposé à Saturne est-il gêné dans les honneurs? Alors après, évidemment, là vous me faites aller plus loin, j'essaie de m'en tenir à des bases solides parce que il faut ensuite combiner. Simplement, vous n'oubliez pas que si le Soleil, comme le fait remarquer Hélène, est en domicile en Lion et reçoit une opposition de Saturne, le Saturne, lui, est en Verseau. Donc, il y a des choses qui peuvent être sympathiques malgré tout pour Saturne, mais qui sera en maison 4, donc ça ne concerne pas le statut, même si c'est une opposition, mais en revanche, évidemment, ce n'est pas bon pour le statut solaire. Alors, le statut solaire, ce sont les honneurs du natif qui seront entravés. Il peut les avoir, mais avec une période saturnienne où il y aura eu de l'obscurité, ou bien le Soleil en Lion en maison 10 recevant l'opposition de Saturne. Il ne faut pas oublier que le Soleil en Lion, le Lion c'est l'exil de Saturne, donc cette opposition est quand même très dommageable pour les attributs. Donc là, on est obligé de combiner. Alors, je ne peux pas rentrer trop dans le détail, mais on est dans une situation où ça donnera, et si Saturne est activé dans l'existence entre 20 et 30 ans, eh bien, ça empêche de donner entre 20 et 30 ans, et puis ça peut finir par donner. Mais si, par exemple, c'est le Soleil qui est actif entre 20 et 30 ans avec les techniques prévisionnelles, et que le Saturne l'est à 35, eh bien, la personne grimpe, et puis finit par s'effondrer quand le Saturne devient actif et prend le relais du Soleil. C'est-à-dire que quand vous avez des choses contradictoires, ça signifie, on ne cherche pas à faire une cote mal taillée, ça signifie que les deux choses peuvent exister, mais à des moments différents de la vie. Et là, eh bien, ce sont les directions, les révolutions qui vous permettent de savoir quand, et notamment le diviseur, si on veut raisonner en termes de grandes périodes. Bien, allez, vous m'éloignez là. Voilà, donc le Soleil en maison 10, prenons deux cas contraires. Le Soleil en maison 10, de lui-même considéré en soi, comme disaient nos bons auteurs, annonce des honneurs, car le Soleil et la maison 10 présentent tous deux une analogie naturelle avec les honneurs. Mais le Soleil peut ensuite laisser aux natifs les honneurs conférés, ou les détruire après les avoir accordés. Ça dépend de l'état céleste. En domicile, par exemple ici le Soleil est en Lion en 10, donc ça répond en partie à votre question, recevant de bons aspects de planètes bénéfiques, les honneurs iront grandissant et le natif en jouira durablement. Mais le Soleil est ici en exil ou en chute, et recevant de mauvais aspects de planètes maléfiques, les honneurs reçus seront anéantis. Évidemment, d'autant plus si l'aspect vient d'une planète en analogie contraire, c'est-à-dire Saturne. Voilà, hein. C'est tout simple à la base. Et quand après vous devez compliquer avec
un soleil en domicile, mais avec une opposition de Saturne. Vous savez qu'il y aura les deux, mais à des moments différents. Prenons une analogie contraire en exemple. Par nature, Saturne est contraire aux honneurs, il fait rester dans l'ombre. Gardez toujours en tête, Saturne, la planète la plus éloignée du Soleil, la plus lente. Après, on ne peut plus voir avec nos yeux les autres planètes, enfin, il faut des instruments. Il faut toujours garder ça en tête, ce qu'on voit. Imaginez un podologue qui ouvre son cabinet alors qu'il n'a jamais vu un pied en chair et en os dans sa vie, qu'il n'a vu que des planches anatomiques. Eh bien, ne faites surtout pas ça avec l'astrologie, c'est-à-dire disserter à perdre de vue sur Vénus ou Saturne, que vous n'aurez jamais vu dans la réalité, mais que vous aurez toujours vu dessiné sur des feuilles de papier. Gardez du bon sens. Par sa nature, Saturne est contraire aux honneurs. Il fait rester dans l'ombre. Placé en maison 10, sa seule présence ne suffit pas, puisque c'est une analogie contraire, à conférer des honneurs. Il en priverait plutôt le natif. Sauf s'il est soutenu par un bon état céleste. Et voilà notre Saturne en domicile. Dans ce cas, honneur il y aura, même si ceux-ci se concrétiseront de façon saturnienne par l'effort soutenu et la tension nerveuse. Une fois atteint, il pourrait laisser un sentiment de frustration. Je pense à un cas dans ma clientèle, quelqu'un qui est un médecin renommé à Saint-Étienne et qui en réalité avait toujours rêvé de faire l'école boule, enfin au niveau artistique, métier artistique, mais les parents étant médecins, il a fallu qu'il fasse médecine, il est excellent dans son métier, il est très renommé sur la place publique, mais il y a frustration. Donc on est là avec une planète, un Saturne très bien disposé en maison 10, c'est objectif, mais il y a frustration. Bien évidemment, si Saturne est en mauvais état céleste, et s'il est en chute, la situation est la pire qui soit pour les attributs de la maison. C'est-à-dire que par nature, déjà Saturne entravait les honneurs, alors si en plus il est en chute, cette fois-ci, c'est très difficile à inverser. Ou là encore, il faut se connecter avec le haut, la verticale, et régler ses comptes avec. On a toujours su faire ça, vous inquiétez pas, depuis la Mésopotamie antique. Vous savez comment on faisait quand le roi en Mésopotamie devait avoir une année désastreuse? Alors, je vous recommande pas de faire la même chose. Eh bien, pendant un an, c'était le roi qui était concerné, c'était pas une personne. Eh bien, pendant un an, on collait quelqu'un à la place du roi, avec couronne sur la tête, il gouvernait, et puis on le trucidait à la fin. Voilà. Et après, on remettait le roi. Comme ça, la planète était passée, le présage, les dieux étaient contents, et le roi, lui, avait survécu. Bon. Il y a des méthodes plus sympas, qui vont de la psychothérapie à l'oraison, mais il y a des méthodes plus sympas. Terminons maintenant avec la question, toujours dans la combinaison du ciel émetteur et du ciel récepteur, deuxième partie, nous avons vu la planète dans la maison, voyons le maître de la maison. Nous avons vu que la planète dans la maison était un agent actif, elle agissait. Eh bien, nous allons voir que le maître de la maison est l'agent passif, c'est ce qui s'exerce sur lui qui compte. Voilà encore un texte de nos bons auteurs. Lorsque donc vous voulez juger d'une chose, il faut considérer la maison qui signifie la chose. Vous connaissez la musique, maison 10 la carrière, maison 7 le conjoint, et ainsi de suite. Voir la planète qui domine cette maison, donc le maître du signe dans lequel se trouve la cuspide de la maison. Eh bien, cette planète, c'est le patient, qui renseigne ce qui s'exerce sur cette planète, renseigne sur tout ce qui concerne cette maison. Exemple. Le bélier en maison 7, quel est le maître de la maison? Mars. Eh bien, Mars est le patient
C'est-à-dire, ce qui va m'intéresser, ce n'est pas que ce soit Mars. Ce qui va m'intéresser, c'est l'action qui s'exerce sur Mars. Mars devient alors simplement un véhicule, une coupe qui reçoit la lumière d'autre chose. Donc, c'est pour ça qu'on dit, si le maître de la maison 7, Mars dans ce cas, reçoit, je ne sais pas moi, une opposition de Saturne, on n'est pas franchement dans quelqu'un qui va trouver plaisir à une vie commune permanente. Peu importe que ce soit Mars, ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'exerce sur lui. Et si le maître de la maison 7 reçoit un trigone de Vénus, on avait quelqu'un qui cherche le lien affectif, la relation affective. Peu importe que ce soit Mars. Mars est ici simplement le patient, c'est ce qui s'exerce sur lui qui compte. Donc là, on peut examiner les aspects qui sont favorables ou contraires à la chose dont on s'occupe, les aspects qui s'exercent sur le patient. Voilà. On peut peser la nature et la force de la planète qui agit, c'est-à-dire la planète qui est dans la maison, 7 en l'occurrence, ou la planète qui agit sur le maître de la maison 7. En gros, ça fera la même chose. Peu importe que ce soit Mars qui soit le maître de la maison 7. Et réunissant toutes ces circonstances, ne rien décider que ce qui résulte du mélange. On pèse les témoignages et on conclut. Voyons un exemple. En reprenant une phrase de l'un de nos bons auteurs, Boulainvilliers, l'on ne pourrait connaître les effets des influences, c'est-à-dire les effets du ciel émetteur, si l'on ne pouvait pas les appliquer aux choses particulières qui ne sont déterminées que par les attributs différents des maisons, le ciel récepteur. Une fois de plus, il n'y a pas d'interprétation sans ciel récepteur. Voilà ici lune trigone Jupiter. Si je vais dans un livre et que je recopie lune au trigone de Jupiter, c'est faux. Alors, sauf si c'est écrit de manière tellement bateau que tout le monde s'y retrouve. Je me souviens d'une astrologue me disant, voilà, vous êtes prisonnier de vous-même. Oui, vous manquez parfois de confiance en vous. Oui, je peux pas dire non. Mais qui peut dire non? Donc, ou alors il faut vraiment être mégalomane. Donc, vous ne pouvez pas interpréter ça comme ça. Ça ne marche pas. Et vous le savez, si vous avez tenté de faire des fiches en vous disant, je prends 10 livres, je recopie les significations des planètes dans les maisons, je prends des thèmes, je barre tout ce qui est faux et je souligne tout ce qui est juste. Eh bien, vous vous heurtez à une impasse. Et je dis ça d'autant plus tranquillement que nous l'avons tous fait. Donc, c'était pas la bonne voie. En revanche, la Lune est l'agent actif pour la maison 7. Alors, supposons que ce soit un thème masculin, par exemple, eh bien, la Lune en domicile en maison 7, c'est une Lune en bon état céleste, qui peut donner des choses de la maison 7. Par exemple, un conjoint lunaire. Et comme la Lune régit la maison 7, eh bien, ce qui s'exerce sur la Lune, elle est à la fois l'agent actif et l'agent passif, va jouer un rôle. Par exemple, la Lune reçoit un trigone de Jupiter. Jupiter, il est en domicile. Jupiter, il est en maison 2, maître de 2. Eh bien, le conjoint, maître de 7, est favorisé financièrement au niveau des biens, pas le natif, le conjoint. La Lune, maîtresse de 7, ce qui s'exerce sur la Lune renseigne sur ce qui se passe pour le conjoint, pas pour le natif. Si le natif qui est ascendant, alors évidemment, là Jupiter est maître de 2 et en domicile, ouais. Donc ça peut jouer aussi pour le natif. Mais le natif pourrait très bien avoir une disposition contraire. Si Jupiter était dans une autre maison, le natif pourrait très bien avoir un Saturne en maison 2. Donc distinguons l'agent actif et l'agent passif. Prenons un autre exemple.
Voilà. Ici, je veux des renseignements sur les enfants. Et s'il y a une planète en maison 5, elle sera l'agent actif. Il n'y en a pas. Je vais donc chercher le maître de la maison 5, Mars. Et je cherche ce qui va s'exercer sur Mars. Et ça me renseignera sur les enfants. Imaginons que ce Mars, maître de la maison 5, reçoive un trigone de Jupiter. Jupiter a une analogie avec les naissances, ça donnera des enfants. Si le maître de 5 reçoit un carré de Saturne, eh bien, ce maître de 5, que ce soit Mars ou un autre, peu importe, ce maître de 5 aura plus de mal à donner des enfants. Il faudra des efforts. Quand je dis des efforts, avec Mars, une intervention chirurgicale, par exemple, etc. Mais le Saturne a tendance à restreindre plutôt qu'à multiplier. Donc Mars est l'agent actif ou l'agent passif pour les enfants dans ce thème-là. Voilà. Mars est l'agent passif. Il est le maître de la maison. Les agents actifs, ce serait la planète qui serait dans la maison 5 si on avait une, et la planète qui agirait sur Mars, c'est-à-dire sur le maître de 5. Prenons encore un autre exemple. Voilà le maître de 5, Mars. Mars est donc l'agent passif, il n'est pas en maison 5. Mais il est le maître de 5, donc il est l'agent passif, et il reçoit un trigone de Jupiter, c'est l'exemple que je vous donnais, j'avais pris de l'avance. Et Jupiter a une analogie avec les naissances d'enfants. Donc Jupiter, qui a une analogie avec les naissances d'enfants, exerce une action sur le maître de 5, qui est comme une coupe qui reçoit la lumière de Jupiter. Là, ça va favoriser les enfants, même s'il n'y avait rien en maison 5. C'est pour ça que même une maison qui ne contient pas de maison, qui ne contient pas de planète, est parfaitement interprétable. Ça va? Ah là, vous me compliquez la vie, les questions. Si Jupiter était en chute, eh bien, si Jupiter était en chute, ce Jupiter serait abîmé. Voilà. Alors, mais il serait déjà abîmé surtout pour les attributs de la maison 9, puisqu'il y est dedans, il est l'agent actif pour la maison 9, et pour les attributs des maisons qu'il régit, c'est-à-dire probablement la 6, et puis la 9 elle-même. Donc ça serait dommageable pour ces attributs-là, parce que l'agent passif, le maître de la maison, serait lui-même très mal disposé, ou l'occupant. Voilà. Voilà donc pour ce qui était l'agent actif et l'agent passif. Je répète, pour que ce soit bien ancré, l'agent actif, c'est-à-dire qui lui-même vous renseigne sur les attributs de la maison, c'est soit la planète qui est dans la maison, soit la planète qui aspecte le maître de la maison, qui alors se comporte uniquement comme un réceptacle. Et vous comprenez bien que sans maison, il n'y a rien à dire. Voilà. L'agent passif, c'est le maître de la maison lui-même. Il est passif parce que ce qui nous importe, c'est ce qu'il capte et non pas ce qu'il envoie, ce qu'il émet. Ça peut renseigner, mais sur d'autres choses, sur d'autres domaines, qui sont ceux des maisons régies par les planètes qui l'aspectent. Mais c'est pour ça qu'on interprète toujours par domaine et jamais par configuration. Si on dit Mars, Trigone, Jupiter, qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Voilà, rien. Mais Mars, maître de 5, recevant un trigone de Jupiter, eh bien, le maître de 5 est un agent passif qui reçoit un aspect d'une planète en analogie avec les enfants, c'est excellent. Quant à Jupiter, il reçoit un trigone de Mars, et ce Jupiter est l'agent passif pour les maisons qu'il régit, et là, ça peut donner quelque chose qui peut être favorable, à condition qu'il y ait une analogie avec Mars. Voilà, donc nous avons vu beaucoup de choses. Je vous avais dit que nous dépasserions 1h30, c'est pour ça que je vous ai dit l'interprétation, tout l'art de l'interprétation en moins de 2 heures. Et voilà les outils que je vous recommande pour aller plus loin. Donc je récapitule.
On doit travailler sur deux lignes parallèles, la technique, maîtriser la technique astrologique, donc ses fondements, ses racines, et deuxièmement, se disposer à recevoir une inspiration d'une nature particulière. Et ces deux points doivent être travaillés simultanément en parallèle, et je dirais avec du 50-50 de part et d'autre. Nous avons vu ensuite la notion de ciel émetteur, qui vaut pour tout le monde. Vous vous rendez bien compte que de dire à quelqu'un qui a Soleil conjoint Jupiter, votre père était jupitérien, si on donne 7-8 degrés d'orbe au Soleil, pour la conjonction, ça veut dire que tous les êtres nés sur la surface de la Terre pendant 15 jours, puisque Jupiter il peut être 7 degrés avant ou 7 degrés après, tous les êtres nés sur la surface de la Terre pendant 15 jours auraient un père jupitérien, c'est absurde. Et quand, en plus, on se permet de dire aux consultants, Soleil conjoint Jupiter, vous avez eu un père jupitérien, d'accord, oui, oui, ça va. Lune conjointe Saturne, vous avez une mère castratrice, il faudrait quand même vous libérer de son étreinte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Un, on n'a pas le droit de faire ça, c'est pas notre job. Deux, si la Lune est maîtresse de 7, c'est pas le conjoint, c'est le conjoint qui peut être castrateur, entre guillemets, c'est pas la mère, et là on se trompe de cible. Si la Lune est maîtresse de 5, c'est l'enfant qui peut être saturnien, c'est ni la mère ni le conjoint. Donc vous voyez les dérives auxquelles ça peut donner lieu quand en plus on s'autorise à dire aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent. Donc il y a un ciel émetteur et il y a un ciel récepteur. Ça se combine de deux façons. La planète dans la maison, et c'est un agent actif pour cette maison, on cherche s'il y a une analogie ou une contre-analogie, ou rien du tout, entre la planète et les attributs de la maison. S'il y a une analogie, il n'y a pas besoin de grand chose de plus pour que ça donne les attributs de la maison. S'il y a contre-analogie, il faut que ce soit soutenu par un état céleste qui soit excellent. Et enfin, nous avons le maître de la maison qui est l'agent passif, et les planètes qui exercent une action sur lui sont les agents actifs par rapport aux attributs de la maison dont c'est le maître. Jupiter envoyant un trigone sur le maître de 5, c'est Jupiter l'agent actif, alors que Mars, maître de 5, est l'agent passif. Donc ce qui m'intéresse, c'est l'agent actif qui va m'influer sur les attributs de la maison 5. Voilà. En ayant ça, vous avez toutes les bases. Ne vous noyez pas dans une multitude de choses, vous avez toutes les bases en ayant ça. Et après, vous pouvez aller plus loin. Alors, comment aller plus loin? Bon, les bases elles-mêmes, le zodiaque, donc vous avez les vidéos sur le zodiaque, vous avez le livre du domicile au décan, qui renseigne aussi sur le zodiaque, les maisons, nous avons fait 3 vidéos pour creuser les maisons, les attributs des maisons, et dans ce contexte, nous avons déjà vu les notions, effectivement, d'analogie et de maître des maisons. Ensuite, la combinaison du ciel émetteur et du ciel récepteur, par exemple avec comment bien démarrer, il y a 3 vidéos. Lire un thème avec les maîtres, disons que c'est le cours avancé, c'est-à-dire les vidéos qui suivent les vidéos de comment bien démarrer, et du point de vue des livres, absolument indispensable, lire un thème avec Maureen Villefranche, dans lequel vous retrouverez aussi toutes ces notions expliquées. Voilà donc, j'ai rien écrit d'autre, hein. Non, c'est bon. Voilà donc comment on pouvait tenter en 1h47 de donner les bases de l'interprétation pour tenter de vous faire gagner quelques années que j'ai moi-même perdues en essayant d'y voir clair. Voilà pour tout le monde. Donc je vous souhaite un excellent travail, un excellent approfondissement pour toutes ces notions, et puis une excellente révision parce que je suis conscient que ça fait beaucoup. Je vous quitte. Bon travail, bonne cogitation.